Bonjour à tous. Donc, pour ce second focus qui démarre du coup les analyses qui sont très en amont. Donc là, on va démarrer du coup la présentation d'une opération du coup qui démarre en stade d'étude. C'est la restructuration d'une maternité des années 80 en logement qui se situe à Levallois dans les Hauts-de-Seine. Et donc, pour en parler, on aura aujourd'hui l'architecte Maud Cobé, fondatrice de Maud Cobé Architecte, ici, et sa maîtrise d'ouvrage, représentée par Ian Hutton, directeur général de la HBHC, Hertford British Hospital Corporation. Hop, j'ai la petite zapette. Voilà. Donc, Gauthier a présenté tout à l'heure le stade d'avancement des opérations. Donc là, effectivement, vous voyez en photo l'état existant de cette maternité, qui est la maternité franco-britannique, et l'état projeté dont on parlera, puisqu'on est en stade très amont. Hein, donc il y a plusieurs scénarios possibles. Donc vous avez un des états proposés de ce projet de transformation du coup d'une maternité en logement. Le projet donc le programme est donc une création de 60 logements sur cette partie du bâti et donc de la parcelle. Vous voyez, on a précisé la frise puisque c'est un projet au long cours. Depuis 2022, on a mis où se situer donc à peu près à la moitié des études en ce moment. Et on a un horizon principalement sur la maternité de départ de l'usage actuel de la maternité franco-britannique qui se situe en 2026-2027. Et puis ensuite pour une instruction future et le chantier. Donc vous voyez qu'on est, on est vraiment très tôt et c'est ce qui nous intéressait particulièrement dans la sélection de cette opération du coup sur les Hauts-de-Seine au CIE 92. C'est vraiment de renseigner quels sont les acteurs et les enjeux qui sont soulevés dès le début de l'opération. Donc les enjeux abordés, ce seront ceux déjà de l'abord de monuments historiques, puisqu'on verra que l'unité foncière de la maîtrise d'ouvrage en fait est plus vaste que la seule maternité, puisque sur la même parcelle se situe un monument historique, qui est en fait il est nommé le château, mais en réalité c'est l'hospice initial du 19e siècle qui est vraiment partie prenante de la parcelle. Cette opération, pour nous, elle était sélectionnée aussi parce qu'il s'agit d'une forme de recyclage urbain en changement d'usage. Les années précédentes, dans les autres analyses, et notamment celle du 92, on avait une opération de bureau en logement. Voilà, on a souvent donc ces opérations de changement d'usage qui nous intéressent particulièrement. On entend beaucoup parler du bureau en logement. Vous aurez cet après-midi dans la table ronde un bureau logement dans le 78. Mais aujourd'hui, ce qui nous paraissait intéressant de parler de ces autres types de friches qui sont les friches pas que tertiaires, mais hospitalières. Voilà, du coup, quand un site, on a souvent en Ile-de-France de grands sites hospitaliers qui sont regroupés, mais là, ça a une échelle peut-être plus moyenne, dans un tissu urbain que dense, à Levallois. Donc, on va vous présenter. Et puis, un des autres enjeux, du coup, sur la transformation, cette opportunité de mutation du bâti, c'est la thématique de la surélévation, puisque ici, il y a tout un travail fin qui a été fait sur le socle de la maternité pour, du coup, donc la posture de l'architecte a été effectivement de surélever pour libérer ce socle et surtout de réussir à le redonner à la ville, enfin, à la parcelle et à l'environnement urbain. Donc on va voir aussi dans quelle mesure ce programme va devenir, était déjà et va devenir un programme mixte et ouvert. Hop. Alors, vous avez ce nouvel outil qui est un peu complexe, mais qui nous permet, nous, de bien visualiser et de faire le décryptage de tous ces acteurs
qui ressortent au début de l'étude. Donc nous, pour cette opération, je laisserai ensuite la parole au maître d'ouvrage pour bien réexpliquer, mais l'idée, ça a été vraiment de dire qu'on a des acteurs très spécifiques dans ce projet, des moments clés et des enjeux qui émanent à chacune de ces étapes. Donc, on a commencé en 2021-2022. Vous avez donc cette opportunité de projet qui est avant tout le départ de la maternité qui est annoncée par la création d'un site unique hospitalier, qui est donc parce qu'on a aussi l'hôpital franco-britannique à Levallois, et cet hôpital va avoir de nouveaux locaux, toujours à Levallois, et qui vont regrouper la maternité, ce qui donc du coup annonçait le départ de cette maternité franco-britannique. Donc du coup, il y a d'abord une première décision de changement d'usage vers du résidentiel, et c'est là que la maîtrise d'ouvrage, donc la HBHC, va décider de s'équiper d'un conseil immobilier pour structurer un petit peu son cahier des charges, qu'est-ce qu'elle va attendre d'une nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre. Donc en 2022, il y a d'abord une première consultation sur esquisse qui aura lieu sur l'ensemble immobilier entier, c'est-à-dire pas que la maternité, puisque nous avons le château, la maternité et quelques bureaux que nous verrons ensuite dans l'unité foncière. Donc c'est une consultation qui a mobilisé une dizaine d'équipes d'architectes, qui s'est faite sur esquisse, et l'idée était d'avoir une esquisse, une faisabilité, un phasage estimé pour que la maîtrise d'ouvrage puisse du coup y voir plus clair. Donc à ce moment-là, c'est l'équipe de Maud Cobé qui a été sélectionnée avec elle candidate avec plusieurs bureaux d'études. Et puis on a zoomé nous dans le cadre de l'Observatoire du logement sur vraiment la maternité, puisqu'il y aura une phase supplémentaire à partir de 2023-2024 actuellement, qui est l'avant-projet sommaire, un APS, où là, on va s'intéresser vraiment aux arbitrages qui sont à ce stade architecturaux, programmatiques, techniques et urbains, puisque donc la faisabilité définit dans les grandes lignes le devenir de la parcelle sur ces différents programmes. Mais aujourd'hui, sur la maternité, on voit qu'il y a différents arbitrages en cours. Donc, on est parti des acteurs un peu spécialisés. On a la CRMH, la Conservation régionale des monuments historiques, qui a d'abord été dans les échanges concernant le château, mais qui a demandé une étude historique, et ça nous paraissait intéressant comme trame, c'est ce qui a permis de donner un peu l'histoire de la construction de ce site très particulier. Et puis qui a permis de donner des guides de datation, d'histoire. Et ensuite, vous avez donc des présentations qui ont été faites aux élus et à l'architecte des bâtiments de France pour notamment évoquer les questions de matérialité, notamment aussi de programme, puisque vous verrez qu'il va falloir aussi préciser quel est le type de logement qu'on peut du coup disposer dans cette maternité qui avait une structure très particulière avec ses chambres. Et puis, donc voilà, donc tous ces acteurs sont au fil de l'APS sollicités. Évidemment, il y a des discussions aussi en ce moment avec. Alors, je crois que le relevé de géomètre a déjà été fait, mais du coup, c'est ce qui permet de préciser quelle va être la granulométrie exacte des logements du studio T3, vous verrez ça tout à l'heure. Et puis, des problématiques également de stationnement, de porosité urbaine, tout ça à l'échelle de la parcelle. Voilà, et donc, je vous laisse découvrir cette complexité. Voilà, donc là, effectivement, vous avez l'unité foncière entière. Je ne sais pas si on a avec au bas, vous voyez donc le monument historique qui est l'hospice en question du 19e siècle. Les deux bâtis identiques que sont des bureaux des années 80 et la maternité qui est tout à droite de la parcelle. Voilà, donc vraiment avec une unité foncière assez mixte, qui a toujours été, du coup, depuis le 19e siècle, la propriété de la HBHC, et avec ses architectures également très différentes. Hop. Donc, je passe la parole à Ian Hutton sur en revenant notamment sur cette histoire de la parcelle et ses différentes architectures. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est Ian Hutton, c'est un nom écossais. Je suis né à Marseille, ce qui va vous expliquer
à peu près pourquoi je parle français comme je le fais. Mais comme ça, la petite histoire, parce que Ian écrit comme ça, on se dit, mais ça vient d'où ça? Et c'est ça, c'est écossais. Alors, moi, je représente une institution qui a été imaginée par Richard Wallace en 1871, et ça veut dire qu'on a une vue très long terme. Et parce que Richard Wallace était un homme assez particulier. C'était un philanthropiste avant presque qu'on invente le mot, qui était un Anglais, qui habitait à Paris, il habitait à Bagatelle, qui est en train d'être rénové d'ailleurs en ce moment même par la Fondation Mansart, et pour revenir à l'état où c'était quand il habitait. Et il avait trois passions dans la vie. C'était à l'époque de la Commune où Paris vivait relativement mal. Hein. Et il avait une passion qui était faire quelque chose par rapport à l'urbanisme et de la ville qu'il voyait autour de lui. Et donc, il a fait les fameuses fontaines Wallace que vous voyez encore partout aujourd'hui. Et il a financé l'ensemble de ça de sa poche, et la création des fontaines, leur installation, etc., pour apporter de l'eau potable à l'ensemble des Français, des Parisiens. Et ça, c'était vraiment un aspect. L'autre, c'était il était inquiet du bien-être des gens essentiellement britanniques qui voyaient revenir des guerres et autres, mais il voyait qu'il y avait un vrai problème de soins des gens qui n'avaient pas les moyens de se faire soigner. Et c'était accessoirement un grand amateur d'art qui a fait une collection d'œuvres d'art absolument extraordinaire. Si vous êtes un jour à Londres, allez à Manchester Square à Londres voir The Wallace Collection. Wallace Collection et la maison d'ailleurs qui l'abrite a été donnée par sa veuve au peuple britannique. Donc l'accès est gratuit, même s'il y a un grand panneau à la sortie qui vous invitera à glisser un billet avant de sortir. Mais c'est une collection extraordinaire. Et chaque fois que j'y vais, j'ai la même réaction. Vous voyez là les originaux de tableaux que vous connaissez par cœur, parce que vous les avez vus sur des boîtes de chocolat, vous les avez vus sur des affiches, vous les avez vus un peu partout. Les originaux sont dans le Wallace Collection. Donc Wallace était un homme très particulier qui a aussi financé une autre œuvre caritative britannique qui s'appelle le British Charitable Fund, et il apportait lui-même le matin et dans son sac les billets de francs à l'époque qu'il allait distribuer ce jour-là aux gens qui venaient demander les subventions. Et donc c'était vraiment un homme assez particulier et sur ce côté philanthropique avant le moment. Donc il a acheté cette parcelle en 1871 avec l'idée de créer un hôpital pour les Britanniques, mais pas que. Et donc elle voit le jour en 1879. Quand on regarde les images qui sont sur votre gauche, il avait bien sûr pris la totalité de la parcelle pour faire un grand parc et pour que les malades puissent déambuler dans le parc. Et il y a un petit pavillon que l'on voit à peine, mais qui est tout au bout de la parcelle, et qui était en fait la morgue. Et donc on avait l'hôpital, le parc, la morgue tout au fond. Et c'est resté comme ça pendant assez longtemps. Mais un des problèmes que HBHC a depuis 1871, c'est que malheureusement, Richard Wallace est mort très peu de temps après avoir construit l'hôpital. Et donc, quand il est mort, il n'avait pas eu le temps de laisser le fonds de dotation qu'il aurait fallu laisser pour que l'hôpital ait les moyens de travailler pour des années, des décennies, des siècles après. Donc, ça a toujours été un challenge financier de faire marcher cet hôpital. Et c'est pour ça qu'à différentes époques, différentes choses se sont passées. Et notamment, quand on voit la construction qui a été faite là au milieu pour vous, et ça a été fait en partie grâce aux militaires de l'OTAN qui avait besoin d'avoir un hôpital militaire sur la région parisienne pour pouvoir soigner les différents militaires. Bien sûr, comme vous le savez, le général de Gaulle a sorti la France de l'OTAN, donc de façon assez abrupte, on a été obligé de sortir, ce qui est de redevenir donc un hôpital privé, ce qui a été très compliqué. Et on a fait donc la construction de la nouvelle maternité, la destruction des immeubles qui avaient été faits dans les années 50, et on a construit aussi des bureaux parce qu'une de nos particularités, c'est qu'on a besoin de financer tout ça. Donc, on a besoin de bureaux de rendement ou d'immeubles de rendement aussi. Et donc, si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? Ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui, c'est toujours d'équilibrer l'utilisation de nos immeubles qui sont inaliénables. On ne peut jamais céder ces immeubles, on ne peut jamais céder l'îlot. Et c'est la façon dont le trust a été construit. Donc, on essaye de faire de sorte qu'on puisse utiliser ces immeubles pour une vocation sociale, tout en s'assurant un rendement suffisant pour faire toutes les autres choses que nous avons à faire d'un point de vue caritatif, parce que nous sommes aujourd'hui
la principale source de financement de beaucoup d'associations britanniques en France qui viennent chez nous pour demander subventions par rapport à leurs différentes activités. Donc on a besoin d'avoir quelque chose qui fait sens socialement, qui fait sens économiquement. Et pourquoi est-ce qu'on est si tôt dans le projet par rapport à quelque chose qui ne sera pas construit avant 27-28? C'est parce que ce projet-là va coûter une somme telle qu'on cherche à le faire en partenariat, ce qui va être nouveau pour nous, parce que jusqu'à présent, on a toujours agi seul dans nos projets immobiliers. Mais là, on cherche à faire quelque chose où on va aller chercher un office HLM, la fondation Cognac-Jay peut-être, qui elle opère l'hôpital, et pour faire une maison médicale au rez-de-chaussée, plein de solutions différentes comme ça, mais on a besoin d'avoir quelque chose de tangible, de réel et de crédible pour aller présenter ça à nos partenaires potentiels, pour leur dire voilà ce qu'on va faire, est-ce que vous voulez venir avec nous? Alors peut-être que ça va être un bail amphithéotique, non avec un exploitant, pourquoi pas, toutes les solutions sont possibles, mais on voulait être très en amont, et c'est quelque part pour ça que le cas est intéressant, je pense, et pour dire qu'on investit nous, et pour effectivement avoir quelque chose de crédible à présenter aux gens qui vont porter ça avec nous pour les décennies à venir. Et parce qu'on travaille sur le très long terme. Moi, mon brief en tant que directeur général, et de la part des trustees et du trust, c'est de faire de sorte que quand je quitte mes fonctions, et le trust soit en mode opérationnel pour les 100 ans à venir, d'un point de vue juridique, fiscal, patrimonial. Donc, c'est un beau challenge. Merci. Alors, en effet, donc c'est le cadre de cette commande très particulière avec donc une maîtrise d'ouvrage spécifique à vocation caritative. Alors, je laisse du coup maintenant Maud Cobé nous présenter la posture qui a été prise dans la consultation et du coup dans sa réponse à cette consultation. Oui, merci, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici, retournée à l'école, ça fait trop longtemps. D'abord, je voulais souligner et remercier sincèrement cette démarche ce matin de réunir les étudiants en école d'architecture, les professeurs, les CAUE et des professionnels que nous sommes maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre. Ça me paraît essentiel en 2023-2024, pardon, maintenant, de déciloter toutes les compétences. Et je remercie aussi mon confrère architecte qui a souligné l'importance du rôle de l'architecte dans la profession. On ne le dit suffisamment pas assez. L'architecte a un rôle central. On est des grands médecins généralistes. On est là pour faire des diagnostics sur plein de choses avec nos intuitions, nos sensibilités, notre approche scientifique et non scientifique. Et dans ce monde qui est en pleine mutation avec la nécessité de construire mieux, plus durablement, avec des matériaux biosourcés, vous avez raison. Il y a 15 ans, est-ce qu'on aurait mis des matériaux biosourcés en façade? On le connaissait moins bien. Qu'est-ce que vont devenir ces matériaux biosourcés dans 20 ans? On ne le sait pas encore. Donc, c'est plein de questions et je pense qu'il faut avoir une approche non dogmatique. Chaque projet est différent. Chaque projet a son approche contextualisée. Les sous, le patrimoine, la nature, les usages, les hommes et les femmes qui changeons de style de vie à rythme exponentiel. Voilà, donc nous les architectes, on a un rôle fondamental. Et oui, la rénovation, le déjà là, c'est essentiel. Moi, ça fait que, entre guillemets, 18 ans que j'ai créé mon agence d'architecture, donc j'ai moins d'expérience que certains. Et comme vous, cher monsieur, cher confrère, on a commencé très tôt à rénover des immeubles de bureaux. À l'époque, quand j'ai commencé, j'étais indépendante, j'étais toute seule à l'agence. Mes confrères qui faisaient des concours publics pour faire des grandes bibliothèques, des grands équipements publics, me se nommaient en me disant mais Maud, tu fais de la rénovation, c'est quoi ce truc-là? Et maintenant, ça paraît évident. Et je suis très contente parce qu'on a été formés à la rénovation. C'est très compliqué comme exercice, mais quand on sait bien rénover, ensuite on sait tout faire. Voilà, donc bravo à monsieur le professeur qui avait monté ces cellules de, comment dire, cet apprentissage qui paraît évident et j'espère que bientôt tout le monde ne fera que de la rénovation. Pour ce projet-là, forcément c'est exceptionnel. Alors je vous rassure, à l'agence, on ne fait pas que des projets aussi beaux. On a eu de la chance, on a été appelé par un maître d'ouvrage éclairé qui a organisé ce concours-là. Et quand on nous a posé la question, qu'est-ce que vous allez faire de cette maternité-là? Vous avez carte blanche, vous n'avez pas vraiment de programme. C'était voilà, on ouvre tous les chakras. Eh bien, on a proposé, bien évidemment, de garder le bâtiment. Il était déjà là, il avait été construit dans les années 70 avec du bon béton qui tient bien la route. Donc, pourquoi enlever ce bon béton qui passe des décennies? Il était dans un contexte, dans une parcelle assez stratégique en bout, avec en plein milieu un cœur d'îlot végétalisé, le château, ce fameux hospice, et puis de part et d'autre, ces immeubles de bureaux. Donc, ce qui était formidable pour nous, c'est qu'on a fait un travail archéologique, si tu peux revenir sur la
slide d'après, voilà, sur enfin, un travail archéologique, un travail patrimonial, on va dire, sur les différentes strates. On est dans une ville à Levallois-Perret, un îlot comme on l'apprécie, c'est-à-dire avec un héritage de plusieurs époques, qui fait que la ville est heureuse parce on a tous ces siècles et tous ces matériaux qui sont empilés à travers le temps. Et puis on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va essayer de faire une ville plus heureuse. Alors pour moi, c'est 3 ou 4, je dirais, guides. Donc c'est créer déjà, intensifier les usages, c'est-à-dire parler déjà des hommes et des femmes qui vont vivre dedans et travailler, une maternité qui va devenir des logements, des immeubles de bureaux qui peuvent être réversibles également en logement à terme, et puis un ancien hôpital où comment dire, on guérissait des hommes et des femmes, et ensuite une maternité qui vont être transformées en espaces de co-living. Donc c'est une ville euh, d'usage qui va pouvoir accepter plusieurs temporalités, le matin, le midi, le soir, le week-end, au gré des saisons. Voilà, donc travailler la ville à travers les usages. Ensuite, travailler la ville à travers sa renaturation. On sait que dans ces époques-là, on avait tendance à densifier, à créer des sols très artificialisés. Donc, on va essayer d'ouvrir au maximum le cœur d'îlot, de renaturer au maximum, de végétaliser, de récupérer la terre faite si on peut le faire évidemment. Et puis, on va travailler les matériaux biosourcés, comment on peut garder le bâtiment existant et comment les nouveaux matériaux qu'on peut rapporter peuvent être tirés d'un milieu le plus naturel possible, des matériaux tels que la pierre, par exemple. Ici, vous avez la coupe des deux bâtiments avant et après. Alors, rapidement, c'est très simple. Si vous voyez, je sais pas si voilà, vraiment rapidement pour les architectes qui sont là, hop. Donc ici, vous avez le terrain existant et le terrain projeté. Donc on est venu recréer une porosité en venant démolir une partie du bâtiment qui était en forme de verrue. Donc on va réouvrir le cœur d'îlot pour créer une diagonale. L'idée, c'est que les gens de la ville et du quartier puissent se retrouver éventuellement en cœur d'îlot. Donc on va redonner, je dirais, offrir un jardin à l'intérieur de la parcelle. Et l'idée, c'est que ces trois univers qui, pour l'instant, fonctionnaient chacun chez soi, puissent se retrouver. Donc, les gens qui travaillent dans le coworking du futur château qu'on est en train de rénover. Ici, les bâtiments qui sont des actifs de bureau. Et puis, la maternité qui va être transformée en résidence, en logement. Et donc, de redonner un cœur d'îlot très végétal en renaturant au maximum. On va réutiliser les parkings qui existaient déjà depuis très longtemps, qui sont assez généreux, et donc on va utiliser ces parkings en partie utilisés par le bureau pour les personnes qui vont rester dans les logements. Et puis on va densifier, c'est-à-dire qu'on va construire un peu plus haut. La densification, elle est nécessaire en cœur de ville. On va pas monter on va monter que de 2 étages, mais ces 2 étages vont permettre de gagner de la surface et de créer cette fameuse valeur dont parlait Yann avant. Évidemment, architectes, nous sommes peut-être des rêveurs, mais nous avons aussi les pieds sur terre et malheureusement, nous devons composer avec cette donne essentielle qu'est le financement. Comment financer tous ces travaux-là qui vont coûter cher? Eh bien, on va densifier en créant un peu plus de surface. Si tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Excusez-moi, pardon, je ne suis pas très... Enfin, 2 choses à la fois. Voilà, donc ici, vous avez le plan masse existant et le plan masse projeté. Ce qui est en gris, ce n'est pas un bâtiment, c'est voilà, la partie que nous allons libérer. Vous aviez à l'époque 2 petits patios qui donnaient sur l'ancienne maternité, que nous avons agrandir pour pouvoir développer en infra, en -1, des espaces de premier jour avec de la lumière également. Donc ici, vous avez ce fameux cœur d'îlot qui va être ouvrir. Et puis ici, on va augmenter la porosité visuelle et physique du bâtiment en créant l'entrée principale de la résidence depuis la rue Chaptal. Et si on passe à la prochaine, voilà. Donc là, vous en là sur l'image projetée du projet. Je ne sais pas si vous avez en tête l'image de la façade existante des années 87. Donc un béton, une façade porteuse avec des volumes qui venaient un peu en redans. Bah, ça correspond à une architecture des années 90, 87. Donc une architecture qu'on ne va pas critiquer, qui a bien fonctionné avec des chambres pour les maternités. Et donc bah, nous, forcément, si on veut transformer un bâtiment où on soigne à un bâtiment où on va venir loger, on va créer de la lumière naturelle au maximum. Donc on va ouvrir des grandes fenêtres vers l'extérieur. On va créer des habitats dignes de ce nom, c'est-à-dire au moins offrir un espace extérieur pour chacun, que ce soit pour des petits studios ou des 2 pièces ou 3 pièces. Et puis on va créer cette façade un peu à la mode bioclimatique. Mais ce qui est intéressant dans la façade bioclimatique, c'est le travail de l'épaisseur de la façade pour pouvoir
améliorer le confort d'été et d'hiver. On est à le Valois-Perret, on sait ce que c'est que les grandes fortes canicules l'été, et donc on va utiliser ces balcons que l'on crée en façade pour pouvoir créer une canopée, une protection solaire, et donc assurer un meilleur confort en été. La pierre que vous retrouvez sur la façade, c'est de la pierre qu'on va essayer de retrouver localement. Évidemment, on sait que dans le bassin parisien, on n'a pas beaucoup de pierres, donc on aimerait utiliser de la pierre massive. Alors attention, la pierre massive, ça ne veut pas dire qu'elle fait 40 cm d'épaisseur comme on faisait à l'époque, ça veut dire qu'elle est suffisamment épaisse pour qu'elle puisse se tenir par elle-même. Et l'intérêt de la pierre massive, c'est qu'elle va permettre une meilleure qualité visuelle, qu'on va essayer d'éviter ces fameuses pierres agrafées qu'on utilisait à l'époque qui se cassent la gueule. Voilà, donc on va améliorer ça. Donc on va forcément, cette façade aura un effort d'un point de vue coût, mais on va permettre ce financement parce qu'on va garder au maximum le béton à l'intérieur du bâtiment et donc voilà, mettre les sous au bon endroit. Ici, c'est tout le travail qu'on a fait en phase de concours, on va dire, où on n'avait pas de dogme sur la matérialité du projet. On l'a présenté à Madame la maire, on l'a présenté au maître d'ouvrage, et chacun avait un avis assez favorable et il n'y avait pas encore de conclusion. L'idée, c'est de dire, on va retrouver un style patrimonial important. On est près d'un château, donc un château qui était composé de pierres et de briques, le clin d'œil évidemment de l'Écosse, la Grande-Bretagne, et donc on va remettre un peu de ce vocabulaire chaleureux qui est la brique dans notre projet. Si à droite, à gauche, pardon, vous avez les immeubles de bureaux que nous avons transformés, donc soit avec des loggias avec une façade en parement brique, soit en parement pierre. Tout le travail qu'on a fait sur les espaces intermédiaires avec le socle très ouvert. Voilà, donc là, c'est sur les différentes images de synthèse du concours que nous avons présenté. Et puis ici, donc voilà, comment financer le projet. Donc on va essayer de mettre les sous, encore une fois, au bon endroit. On densifie, on se réapproprie les sous-sols. On va venir rationaliser, enfin garder la trame qui est très rationnelle. Hein, c'est une trame, des chambres, donc il y a une trame qui est assez efficace. Comment, à partir de cette trame-là que vous voyez à gauche, ici, vous voyez, avec des cloisons qui malheureusement, c'est des cloisons qui sont porteuses. À l'époque, ils ne se posaient pas la question, hein, construisaient des cloisons porteuses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir démolir et garder? Eh bien, naturellement, quand on fait de la restructuration, eh bien, on va garder le maximum les structures verticales, les ascenseurs, les escaliers, pardon, les circulations. On va garder la trame porteuse et puis on va essayer d'ouvrir au maximum sur l'extérieur pour avoir des grandes ouvertures, comme je vous l'ai dit. Et puis, la réversibilité sera assurée par tout ce qu'on appelle le mou, c'est-à-dire les gaines de ventilation, essentiellement de climatisation, qui vont être évidemment déposées pour pouvoir construire plus durablement avec une ventilation ad hoc au logement. Voilà, donc on en est pour finir cette présentation avec M. Hutton sur une phase d'APS. Donc là, on va travailler un APS pour pouvoir confirmer différents scénarios. La question qui est posée aux architectes, qui est une question très intelligente, qui est, dites-nous quelle est la granulométrie la plus efficace qui pourra fonctionner en fonction de ce bâtiment-là. Donc, on ne nous impose pas une granulométrie, c'est nous, les architectes, de proposer une granulométrie la plus ad hoc par rapport à ce bâtiment. Donc, c'est une approche qui est un peu différente et qui va permettre effectivement de répondre plus habilement au projet et de le rendre, je l'espère, plus viable. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez des questions, on peut en prendre une ou deux. Ça dépend de la longueur de la question. Merci pour la présentation. Nicolas D'Agostino, représentant de l'Ordre des architectes Île-de-France. Est-ce que vous pourriez expliquer exactement qu'est-ce que vous conservez du bâtiment existant et qu'est-ce que vous faites, surtout sur la partie, faites pas des bâtiments de côté, parce qu'en fait, si j'ai compris, c'est un investissement des bâtiments en façade, plutôt pour le bâtiment qui est tout au bout, en fait, la maternité, celui-là. Oui, alors je n'ai pas présenté le bâtiment intermédiaire, les immeubles de bureaux, les grilles. On a la même approche que pour la maternité. Pour l'instant, ils ont pas été modifiés puisque un bail a été signé dans le long terme avec l'actuel locataire, donc on est très content. Mais dans le cadre du concours, on nous avait demandé de retravailler tous les l'échelle d'îlots. Donc nous, on sait, et je pense que c'est très important de travailler le long terme, comme vous l'avez dit précisément tout à l'heure, de préfigurer la parcelle dans 20-30 ans. Donc savoir qu'est-ce que va devenir la maternité, c'est aussi savoir ce que va faire le bâtiment à côté. Ils vont rester pour l'instant en l'état, mais compte tenu de leur architecture qui est assez, entre guillemets, pauvre, avec une façade légère en émalite,
des années 87, eh bien, on préfigurait à terme la transformation de ces immeubles de bureaux. On garde la structure, on rajoute un étage et surtout on modifie la façade avec des loggias et une façade plus épaisse également. Les photos que vous pouvez voir avant, voilà, ça c'est les bâtiments. Voilà, les deux bâtiments à droite et à gauche, là, ces deux bâtiments de bureaux, dans le concours que nous avions proposé, nous avions imaginé une transformation. Donc ces deux bâtiments ici, vous les retrouvez en image, peut-être si tu as... Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, c'est ces deux bâtiments qui sont ici, c'est le même bâtiment mais avec deux couleurs différentes. Voilà, donc on a une approche globale de l'échelle de la parcelle. Donc pour l'instant, l'exercice qui nous a demandé, c'est de travailler la maternité, mais dans 10 ans, on préfigure la transformation de cet immeuble de bureau qui, clairement, avec le décret tertiaire qui vient d'arriver, on va être obligé de le rénover. Une dernière question, ou peut-être, je ne sais pas s'il y en a sur le chat, Hugo? Non? Ah, très bien. C'est bon. Je ne sais pas si ça a été dit, peut-être pas. Qu'est-ce qui se passe par rapport les grands balcons filants qu'il y a autour et le pont thermique que ça peut générer qu'on n'avait pas avant? J'adore, c'est une bonne question. Alors, je le vois assez simplement. On va faire, on a la façade existante qui est pour l'instant faite de plein et de vide, de redans. Donc, on va lisser la façade, on va créer les ouvertures. Première étape, c'est le gros œuvre. Deuxième étape, l'isolation. On va œuvrer pour l'isolation par l'extérieur, on gagnera la surface, meilleur confort thermique, donc on isolera par l'extérieur. Ensuite, on aura une parfaite, isolation. Et l'idée de ces coursives, de ces balcons, pardon, c'est de créer d'autres structures indépendantes qu'on va venir fixer comme des poteaux sur la façade qui seront cachés par la pierre. Donc en fait, on va travailler en porte-à-faux. Vous aurez d'un côté les balcons qui seront construits comme des coursives, et de l'autre côté le bâtiment qui sera bien isolé. Je ne sais pas si je suis très claire dans le concept. Voilà, c'est l'idée qu'on a développée à l'agence la semaine dernière et qu'on va chiffrer. On va y arriver. Voilà, vous aurez donc toute l'occasion de suivre les aventures et la suite de ce projet qu'on va continuer à étudier dans l'Observatoire de la qualité du logement en Ile-de-France, mais aussi au CAUE des Hauts-de-Seine. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.